Fidèles téléspectateurs de Esaü TV, bonjour à vous et j'espère que vous passez un très beau week-end. On est encore là aujourd'hui pour votre émission préférée, Nasuba Week, l'émission matinale du week-end. Et comme d'habitude, on commence cette émission par la découverte. Beidi, on l'a surnommé. Aujourd'hui, on va à la découverte d'un artisan qui a pour spécialité la fabrication du foyer traditionnel à base d'argile. Vous aurez le temps de le découvrir et de savoir comment ça se fabrique du début jusqu'à la fin. À sa suite, Adam Bachirou, comme toujours, viendra aujourd'hui pour sa grogne matinale pour éveiller la conscience, je vais dire, des gouvernants. Aujourd'hui, il nous parle de quoi? Il nous parle des stades prévus pour être construits à Parakou. Il donne son avis sur ces stades, sur l'emplacement. Il vient ici pour sa grogne. Yebou et la plateforme commerce. Aujourd'hui, Stanislas Assanvi sera sur ce plateau pour nous parler de son concept des manfois au quartier. Zapping viendra également pour nous donner quelques actualités de la semaine, quelques petites séquences des actualités de la semaine. Et on finit cette émission par le panel de discussion. Aujourd'hui, nous parlons principalement de la vitesse des transports en commun. Quelles solutions? On va débattre de cela avec nos invités. Installez-vous confortablement. On va revenir cette fois-ci pour commencer l'émission proprement dite. De nouveau, bonjour chers amis téléspectateurs. Nasuba Week de ce samedi 30 août 2025, ça démarre maintenant et on commence l'émission comme toujours avec votre rubrique Beidi. Aujourd'hui, on va à la découverte d'un artisan. Lui, il fabrique spécialement les foyers traditionnels à base d'argile. On le découvre et on revient pour continuer. Bonjour Marcel, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons à la découverte d'une famille d'artisans qui perpétue un savoir-faire ancestral, la fabrication des foyers traditionnels en argile. Quelles sont les réalités autour de ce métier, les enjeux liés à ce métier, ainsi que les difficultés? Suivez-moi dans cette découverte. Bonsoir monsieur. Oui, allô, bonsoir. Présentez-vous s'il vous plaît. Je réponds au nom de monsieur Issifou Suleiman. Vous travaillez dans quel domaine? Oui, bon, je suis un artisan et je fabrique les foyers améliorés, les foyers produits à base de l'argile. Et c'est des foyers vraiment très économiques. D'accord, dites-moi un peu, vous êtes dans ce domaine-là depuis combien d'années? Je suis dans le domaine, ça fait environ 10 ans comme ça. Wow, 10 ans c'est beaucoup. Aujourd'hui par exemple nous sommes venus pour en tout cas découvrir ce que vous faites, la fabrication des foyers traditionnels. Alors est-ce que vous pouvez nous montrer un peu le processus de fabrication du début jusqu'à la fin? Oui, si pour vous montrer la processus, comment est-ce que je commence, comment est-ce que ça se passe et autres, pour ça il n'y a pas de problème. D'abord, pour commencer, il faut d'abord aller chercher de l'argile. Il faut aller chercher de l'argile et là où nous allons chercher ça, c'est un peu loin de chez nous. Mais on se débrouille comme un peu. Heureusement, vous êtes venus et je dirais que ça tombe juste parce que nous avons déjà la matière afin qu'on puisse commencer la production. Comment est-ce que ça se passe quoi? Bon là, tout de suite je vais commencer. Tout commence par la pose de la base, véritable fondement sur lequel le foyer prendra forme. C'est comme la base, je dirais. Base comme fondation. C'est comme ça. On pose ça là d'abord comme ça. En fait, c'est de l'argile seul. Il n'y a rien à l'intérieur. C'est de l'argile seul qui est là. Ensuite, l'artisan applique une première puis une deuxième couche afin de donner de la consistance et de renforcer la solidité du foyer. Voilà. On forme quelque chose comme ça. Et puis, on pose comme ça. On pose et puis il faut ajuster ça. Fermer la première couche. Comme ça.
qu'il soit ajusté. Sinon, le foyer ne serait pas bien debout. Vous verrez que nous avons même parfois du mal à prendre de l'argile parce que c'est vraiment dur. C'est élastique quoi. Bon, excusez-moi trop, hein, je peux le dire ainsi. Parce que si ce n'est pas bien dur, le foyer ne dure pas. Il faut que l'argile soit bien pétrie. Voilà mon pilon même. On pile ça bien même. On pile ça comme on pile y empilé. On pile ça comme on pile y empilé. Pour que ça soit un peu dur. Parce que plus c'est dur, plus c'est bien pétri. Toi-même, pour travailler, la tâche est facile pour toi. Donc, je vais me servir de deuxième couche. Il faut toujours pas oublier d'augmenter un peu plus de lait quoi. Parce que sans ça, le foyer ne dure pas. Ça va vite se casser. Et puis comme ça, ce n'est pas bon. Voilà. Pour la deuxième couche, c'est la même forme que j'avais formée pour la base que je refais. Voilà, c'est aussi, c'est pas compliqué. On pose de la même manière que j'avais posé pour la première couche quoi. Comme ça, on ne pose pas simplement et on quitte, non. Si tu poses, tu dois toujours ajuster. Voilà, comme vous le voyez. Vient alors l'étape de lissage, un travail minutieux qui assure non seulement l'esthétique mais aussi la régularité de l'ouvrage. Des barres de fer sont ensuite insérées. Elles permettront de maintenir correctement le charbon lors de l'utilisation. Comme ça. On introduit comme ça. Voilà. Les fers sont déjà placés. L'artisan aménage l'entrée d'air indispensable à la combustion avant de recouvrir le foyer d'une peinture rouge qui lui sert de protection et de finition. Enfin, il ne reste plus qu'à laisser le soleil sécher et durcir l'ensemble. Le foyer est alors prêt pour être commercialisé et utilisé. J'ai suivi du début jusqu'à la fin la fabrication de ce foyer, c'est beau et fascinant. Oui. Alors j'espère pouvoir rentrer chez moi avec ce foyer en question. Oui. Alors, je fais partie de mes clientes aussi, on fait ça. C'est majoritairement les femmes. C'est elles qui cuisinent pour nous. Donc, comme vous le dites, c'est possible. Merci beaucoup. Alors, racontez-moi un peu l'histoire derrière ce métier-là. Si aujourd'hui, nous le faisons, on peut dire que c'est ce que Dieu a voulu. Moi, je suis dans Parakou, mais je viens de Djougou. Et je suis venu ici, j'étais élève, parce que je ne suis plus élève. Donc, j'allais au cours quand les moyens ne suffisaient pas. Bon, à des moments donnés, on revient du cours et puis on sort juste pour aller nous distraire. C'est comme ça un jour, je sortais seulement, j'allais vers le terrain. Quand j'ai croisé, au fait, je devais passer devant une maison. J'ai vu un vieux en train de produire ça. Père à l'âme à ce vieux, il n'est plus de ce monde. Donc, c'est de là j'ai été inspiré par ce que le vieux est en train de faire. Comme j'ai commencé 6 mois ou 7 mois après, comme ça, un de mes frères m'a suivi, lui aussi il a commencé. C'est comme ça, ainsi de suite. Et même notre papa dans la maison, comme on le dit, il n'y a pas de son métier, quelque chose que tu vas faire gagner un peu, il n'y a pas de la honte dans ça. Le vieux aussi s'est lancé dedans. Vraiment, mon grand frère, je le félicite beaucoup, beaucoup même, parce que sans lui, je ne saurais pas comment commencer pour pouvoir faire ça là. Parce que c'est lui qui m'a appris. C'est de lui que j'ai appris. Et les foyers là que vous voyez là, c'est vraiment très économique. Sur les autres foyers, si vous utilisez 2 sacs, avec ça là, un sac, voire 2 tiers de sac,
vous pouvez utiliser ça. D'accord, merci beaucoup. J'ai fini avec toutes mes questions. Je vous remercie également de nous avoir accordé de votre temps pour venir à la découverte de votre métier. Merci. Oui, et pour ne pas aussi oublier, franchement, Dieu merci, aujourd'hui, ce que les foyers me rapportent, franchement, je remercie Dieu pour ça. Vous venez de suivre avec moi le parcours inspirant de cette famille d'artisans. Alors, quel choix faire? Modernité ou tradition? Mais sachez-le, il est possible de combiner les deux. Merci à Mouidine pour le cadrage, merci également à Marcel et à très bientôt pour un tout nouveau numéro de Beidi. Merci beaucoup Sylvie Dedeo pour ces images qui sont très inspirantes pour cette découverte avec ce monsieur qui fait du beau travail. Cette fois-ci, on va continuer dans la grogne matinale et comme toujours, c'est avec Adam Bachirou. La grogne matinale, ça vient. La grogne matinale de ce matin avec Adam Bachirou, il nous parle des stades, de la construction des stades prévus pour la cité des Kobourou. Il donne son avis et des propositions. Adam Bachirou, bonjour. Oui, bonjour cher ami. Et ce matin, oui, je crois que ça va, ça ira mieux après que nous ayons déroulé cette veille citoyenne qui nous est très chère. Cette veille citoyenne qui nous est très chère. Aujourd'hui, vous nous parlez principalement des stades imprévus pour Parakou et vous pensez qu'on aurait pu faire autrement. Oui, bien sûr. Alors, je vous laisse le micro pour dérouler votre pensée. Oui, merci infiniment, chers amis et chers internautes, à l'écoute d'Isaïe TV, bien sûr. Je dirais que la construction annoncée de 2 stades à Parakou, dont l'un international, prévu au quartier BRO, sur un domaine de 20 hectares 5 dans le premier arrondissement, et l'autre qui sera départemental. Mais là, c'est là que se trouve le problème, qui sera construit au niveau sur les débris de l'ancien stade de Parakou. Et là, nous disons attention, attention. Attention, attention à ce qui peut pénaliser toute la jeunesse et tous les sportifs du Borgou et de Parakou en particulier. Nous insistons et persistons en disant non, non et non à la construction du stade départemental Made in Patrice Talon sur les débris de l'ancien stade qui était déjà très coincé. Son utilisation était sans repos par tous les sportifs de Parakou à tour de rôle. Fait de ce domaine un endroit hyper sensible, donc par conséquent à écarter. Car situé juste derrière la belle cité administrative du Borgou, au secours, Monsieur le Président Patrice Talon, car on s'en oublie que bientôt, très bientôt, le cœur et les poumons de Parakou en particulier, et du département du Borgou en général, seront la cité administrative de Parakou. Tout se passera là, la préfecture, tous les cadres dans un immeuble en R+2. Sans oublier la direction départementale qui accueilleront tous les cadres du département et le RG du département bien sûr dans 3 immeubles en R+1 chacun, sous la conduite bien sûr de l'entreprise Poly International Holding. Nous précisons que chacun de ces bâtiments aura au moins 80 bureaux s'il vous plaît. Imaginez un peu le nombre de cadres qu'on aura dans la cité administrative de Parakou. Et par conséquent, qu'on vienne construire un stade départemental juste à côté pour gêner avec un environnement, un volume vraiment qu'il ne faut pas, qui va gêner nos cadres, je dis non, non, ça aura forcément un effet négatif sur le service de nos cadres à cet endroit précis. D'où nous disons non. Non et non. Et appelons le président une fois de plus, le président Patrice Talon. Le président Patrice Guillaume Atanas Talon à venir à notre secours. Mieux, si Parakou est incapable de trouver un site mieux indiqué pour ce stade, nous vous prions, Monsieur le Président, à dialoguer et négocier avec les pays partenaires de la SECNA pour que on puisse utiliser, construire le terrain sur l'ancien site de l'aérodrome de Parakou. Un aérodrome
qui a pas moins de 1 km 600 de piste d'atterrissage, qui est là, inutilisable. Mais au contraire, c'est devenu un nid d'insécurité, un nid d'ordures. Alors que si on y construit le terrain départemental de Parakou, on pourra tout faire, monsieur le président Patrice Talon. Monsieur le président Talon, sans oublier le maire Chabé Zimé Inoussa, le camp militaire se trouve à l'ouest du stade qu'on veut construire au niveau de l'ancien site. Imaginez d'un côté le stade au milieu, le camp militaire à l'ouest et la cité administrative de l'autre côté. Et si la voie Parakou PRR venait à passer devant le stade sera complètement enclavé. Et d'où ça fait qu'on doit mettre complètement ce projet à l'écart et chercher un autre site. Si on ne peut pas trouver un autre site de grâce, que le maire puisse se rapprocher des propriétaires terriens de Parakou, qui ont des centaines d'hectares, qui pourront offrir 10, 15, voire 20 hectares de terre pour construire des terrains dignes de nom à la jeunesse de Parakou et du Bénin en général. Monsieur le Président, ne laissez pas nos cadres à divers niveaux, que ce soit national ou municipal, prendre en otage la jeunesse de Parakou. À la rigueur, en cas où le site de l'aérodrome ne sera pas possible, même si nous pensons le contraire, monsieur le maire, vous avez la possibilité, j'insiste là-dessus, de négocier avec les partenaires, les propriétaires terriens pour avoir un site mieux adapté que ce site qu'on veut utiliser. Parce que vraiment ce site, ça va gêner. Car quand on commence à jouer les matchs, imagine les hauts là, les buts au but des supporters, qui aura forcément une répercussion sur les cadres qui vont travailler à la cité administrative, alors qu'on a besoin de leur concentration pour jouer, pour travailler sur les dossiers hyper sensibles de la nation. Si nous voulons toucher ce dossier sensible ce matin, c'est parce que, monsieur le Président, de nos sources, nous savons qu'on le veuille ou non, l'aéroport de Parakou va fonctionner un jour ou l'autre de Tourou, bien sûr. Alors, à quoi ça sert de laisser la SECNA à Wansirou alors qu'on peut l'utiliser pour le Bénin, la jeunesse, pour qu'on puisse y construire un terrain qui aura toutes les conformités possibles, la commodité possible. S'il vous plaît, monsieur le Président, ne laissez pas faire, car nous autres, on ne sera pas complices et on ne va pas accompagner cette dynamique de vouloir construire de stade départemental sur l'ancien stade de Parakou, surtout que nos enfants en auront besoin, pourquoi pas. Les frères et sœurs, les cadres auront besoin de ça pour leur jogging du dimanche. De grâce, une solution s'impose pour que Parakou ne soit pas pénalisé. À bon entendeur, salut. Merci beaucoup Adam Bachirou. À bon entendeur, salut. Je vous vois très inspiré aujourd'hui sur cette question de construction de stade. Alors, merci beaucoup. J'espère qu'ils vous ont écouté. On va continuer cette fois-ci et on va au marché Yébou pour découvrir ce concept Demain Foi au quartier avec Stanislas Assanvi, son promoteur qui est déjà là. Il vient ici sur ce plateau et c'est dans Yébou. Yébou, la plateforme commerciale pour nous donner, pour nous parler un peu des concepts. On parle aujourd'hui avec Stanislas Assanvi, celui-là même qui est le promoteur de Demain Foi au quartier. Je suis sûr que vous avez déjà vu ces jeunes-là se promener un peu partout avec des produits en mer dans la ville de Parakou. Il est là, le concepteur de ce concept, si je veux me répéter. Stanislas Assanvi, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Et ce matin, ça va très bien. Voilà, finalement, on voit le visage. Alors, je vous vois très souvent accompagné de ces jeunes hommes, jeunes filles, se promener un peu partout dans la ville de Parakou avec des produits en mer. Et vous l'avez nommé Demain Foi au quartier. C'est quoi le concept exactement? Ok, merci beaucoup. Je vais commencer par saluer les téléspectateurs. Bonjour chers téléspectateurs. Demain Foi au quartier, c'est une initiative qui fait dans la promotion des produits locaux. Nous avons mis en place plusieurs initiatives, et notamment la foire par quartier, la chasse en meute qui consiste à passer de service en service, que ce soit public ou privé, pour présenter les produits que les entrepreneurs ont développés. Et dernièrement, nous avons sorti un autre concept,
le brunch local, toujours dans l'optique de promouvoir les produits locaux. Voilà, mais pourquoi avoir choisi se promener un peu partout, des Montfort au quartier? Qu'est-ce qui se cache derrière ce concept-là? On aurait pu rester peut-être dans une boutique et dire venez acheter. Le problème avec les produits locaux, on a constaté un problème. C'est que la population ne connaît pas. La population n'est pas au courant des produits qui sont développés sur son territoire. Donc, au lieu d'attendre que la population sorte, surtout c'est ce qui se passe lors des foires, on attend que la population sorte pour venir vers les produits. Non, nous allons vers la population, nous allons vers ceux-là qui ont le pouvoir d'achat de nos produits. Voilà un peu le concept de Montfort au quartier. Là, on va au client. Voilà, on va au client. C'est pour ça notre slogan, les produits locaux viennent vers vous. Voilà, vous parlez des produits locaux. Qu'est-ce que ces produits-là, par exemple? Il y a une multitude de produits locaux au sein de Montfort au quartier. J'aime les classifier allant de l'entrée jusqu'au dessert, si je peux le dire ainsi. Et on a des biscuits faits chez nous. Nous avons le couscous de maïs, des cassoulets pré-cuits pour avoir une cuisine facile. Des cassoulets pré-cuits, de la purée de tomates. Donc on n'a plus besoin d'acheter la tomate, d'aller au moulin ou d'utiliser les concentrés de tomates importés. Nous avons déjà la farine de Télibor, nous avons du wassa-wassa, nous avons du déguet, nous avons même des produits cosmétiques comme la pommade Kari Kefena fait à base de beurre de karité. Voilà un peu la diversité des produits au sein de Montfort au quartier. Maintenant, qui sont ceux-là qui participent à Montfort au quartier? Est-ce des entrepreneurs ou c'est typiquement vos produits à vous? Comment ça se passe? Montfort au quartier, c'est autant il y a de produits, autant il y a d'entrepreneurs. Et ces entrepreneurs, déjà pour faire partie de nos différentes initiatives, comme nous sommes dans la promotion des produits locaux, c'est que vous devez nécessairement avoir un produit local, un produit fait sur le territoire, un produit que vous avez développé vous-même, un produit qui utilise les matières premières de chez nous. Donc voilà un peu l'une des premières conditions. Excepté ça, il y a des frais qu'il faut payer pour pouvoir prendre part. Et ces frais, notamment, vont au niveau des... Ces frais vont au niveau de l'organisation de ces activités. Des activités. Voilà. Donc ça veut dire que ce sont des entrepreneurs qui viennent de part et d'autre pour venir participer à Montfort au quartier. Exactement. En allant vers le client. En allant vers le client, voilà. Alors c'est très bien. Alors, et pour vous contacter, pour quand même participer, comment vous contactez? Pour participer, il n'y a qu'un seul numéro. C'est le 01 64 96 44 14. Le 01 64 96 44 14. Voilà. Montfort n'a pas un siège, hein? Si, nous avons un siège. Nous sommes situés à Banikani, un peu avant le supermarché Olacris Market. Nous avons notre boutique phare là. Voilà, merci beaucoup. Quelque chose à ajouter avant qu'on conclue? C'est d'inciter la population à réellement consommer local. Parce que consommer local, c'est bon pour notre économie et pour notre santé. Merci beaucoup, monsieur Stanislas Assanvi. Je vous ai peut-être coupé. On va continuer cette émission. Consommons local. Vous l'avez très bien appris avec Stanislas Assanvi. Nous continuons cette fois-ci. On va faire une pause avec le zapping et revenir dans le panel de discussion. L'insalubrité. Les rues sont jonchées de déchets papier et d'ordures à l'abandon. Aujourd'hui, tout se fait dans le sachet. Nous prenons notre argent pour nous créer des ennuis nous-mêmes. Je ne savais pas qu'il fallait 200 ans pour que les sachets utilisés soient dégradés. La cassa est chaude. On met ça dans le sachet. Ça veut dire que le sachet se chauffe et dégage peut-être des substances qui entrent dans la cassa. Que nous achetons et on mange. Je manque de mots même pour exprimer ce que moi je ressens. Comment diminuer l'utilisation des sachets plastiques? Lorsque la bonne dame qui vend de la cassa dans un sachet constate que
les populations n'achètent plus la cassa qui est dans le sachet pendant des jours. Lorsqu'elle aura mes ventes, elle finira par comprendre qu'il faut changer la manière de préparer de la cassa. Je pense que c'est une très belle chose. C'est une bonne initiative. C'est une bonne initiative et c'est louable. Merci les autorités avec tout le monde qui a envoyé cela à nous ici. Les transports en commun, vitesse, gestion des chauffeurs, quelle solution? Nous sommes avec Stanislas Assanvi, Adam Bachirou, pour essayer de décortiquer un peu et de proposer aussi des solutions pour ces compagnies qui dernièrement font beaucoup de dégâts dans le Bénin. Alors, Adam Bachirou, lorsque vous entendez transport en commun, vitesse, lorsque vous entendez gestion des conducteurs, des chauffeurs, ça vous inspire quoi avec tout ce qui s'est passé dernièrement? Bon, je vous remercie infiniment, monsieur le journaliste. Mais permettez-moi quand même une minute de silence et en la mémoire de tous ceux et celles qu'on a perdus d'une manière bête, monsieur le terme. Parce qu'on aurait pu l'éviter. On aurait pu éviter tous ces morts. On aurait pu éviter à cette famille de 7 personnes de mourir ensemble. Papa, maman et les enfants. C'était horrible. Et normalement, le voyage en commun, le bus en commun, devait être sécurisé. Mais ce qui se passe aujourd'hui, au nom de la qualité de nos voies, c'est devenu vraiment du désordre. Et ce désordre doit être canalisé au plus tôt. Sinon, le pire reste à venir. Car j'ai eu malheureusement le temps de vivre cela en son temps en Côte d'Ivoire, avec une certaine société qui faisait régulièrement des accidents comme ça, où il y avait des dizaines de morts régulièrement. On n'en a pas encore arrivé là. Que Dieu fasse que ce qui est arrivé avec en son temps le cas qui a brûlé, le secondo, le cas qui a plongé dans le fleuve Ouémé, qu'on puisse vraiment mettre fin un haut là à cette vraiment bêtise humaine. Comment j'appelle cela? Bêtise humaine. C'est pour ça que dans chaque cas, on met au moins minimum 2 chauffeurs. Pour que quand l'un est fatigué, l'autre puisse prendre le volant. Parce que c'est la vie de dizaines de personnes qui se retrouvent dans leurs mains. Donc il va falloir qu'on mette fin à cela. Voilà, ça c'est un cas isolé. On ne sait pas vraiment ce qui a pu se passer avec ce chauffeur. Mais généralement, on parle de vitesse avec ces chauffeurs et ces conducteurs. Ça vous inspire quoi? Est-ce que vous avez déjà vécu cela? Okay, merci beaucoup. Et particulièrement, je n'ai pas vécu. Et je dirais qu'on doit être interpellé parce que les accidents se passent fréquemment sur ce axe-là. Sur ce axe, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Et quand vous parlez de vitesse, moi j'aimerais qu'on parle d'excès de vitesse. Voilà. Parce que c'est très important. C'est très important. On ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. Et pour arriver à cet accident-là, on pourrait avoir plusieurs probabilités. On pourrait parler d'excès de vitesse, on pourrait parler de somnolence. Oui, je pense que les responsabilités sont aussi partagées aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau des transports en commun. Parce que je pense que sur ce axe-là, on devait être appelé à mettre une double voie. Si l'on mettait une double voie, ça pourrait un temps soit peu régler les différents accidents qui se passent là, parce que l'axe est restreint. Ou carrément faire le même travail que le chef de l'État a eu à faire dans le nord. Il a quand même élargi un temps soit peu les routes. Donc voilà un peu ce que j'aimerais proposer. Est-ce que vous pensez que c'est la solution, Adam Bachirou, une double voie? Est-ce que c'est la solution? Je dirais que c'est une partie de la solution. C'est une partie de la solution. Parce qu'en tant que faiseur d'opinion, nous avons eu à investiguer pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour cet accident particulier du fleuve Ouémé. Et nous avons rencontré les partenaires, les frères nigériens qui sont quand même à Parakou. Et je crois que quand nous avons appris que c'est l'un des pneus qui aurait éclaté, l'un des pneus avant du véhicule qui aurait éclaté, mais personne n'en fait cas, ça m'étonne.
Parce que de bonnes sources, nous savons que l'un des pneus aurait éclaté. L'un des pneus aurait éclaté. Le pneu devant aurait éclaté. Vous avez fait votre investigation. Oui, on a fait nos investigations. Et maintenant, quand il était à la vitesse, quand le pneu a éclaté, il a perdu le contrôle du véhicule et il allait. Le véhicule venait vers Parakou pour aller vers le Niger. Il allait percuter les barres de sécurité et l'a plongé dans le fleuve. Donc c'est pour vous dire qu'on aurait pu éviter la chose. La chose, en disant à M. Stanislas vient de dire une chose très importante, les doubles voies. Les doubles voies aujourd'hui, c'est très important pour la sécurité routière. Mais malheureusement, il a dit à Parakou, malgré qu'on a les doubles voies, les sapeurs-pompiers qui n'ont quel véhicule de support sont obligés de sortir à tout moment. Les gens font de l'excès de vitesse. De l'excès de vitesse. Et il y a des endroits sensibles où les doubles voies ne sont pas mises. Je prends l'exemple quand vous allez prendre la voie interétat RN1 au niveau de Kaoru. Vous allez la voir, le rond-point qu'on est en train de construire actuellement là. C'est un danger. J'en appelle à nos autorités déjà. Le rond-point de Kaoru qui prend en compte la voie Beteru, Kaoru qui va vers le Nigeria, ce rond-point qui est là est un danger, je vous le jure. Quand vous arrivez là, vous allez voir que d'ici à là, on aura beaucoup d'accidents mortels là, parce que les véhicules vont percuter ce rond-point, ou bien en voulant faire le rond-point, le véhicule va se renverser. On espère. On espère. Non, on espère. Que vous avez ces dangers. Il faut attirer l'attention de nous. Oui, on va attirer l'attention, mais on espère que le pire va rester derrière nous. Mais maintenant, de l'autre côté, il va falloir que vraiment on puisse sensibiliser nos populations. Vous savez, moi, il m'est arrivé une fois où on était dans un cas où le monsieur faisait de la vitesse. Mais l'un des passagers a dit au chauffeur, pardon, arrête pipi, je vous en prie, je vais pisser. Si vous ne vous arrêtez pas, je vais faire le pipi dans le véhicule. Quand le véhicule s'est arrêté, il est descendu, il a demandé qu'on lui sorte son bagage. Que lui n'est pas prêt à mourir. Il veut continuer à aller mourir seul avec les autres civils. Mais je crois que ce jour-là, les autres ont pris conscience et ça fait que voilà, le chauffeur lui-même a compris que ce qu'il faisait était dangereux. Tout le monde peut se comporter de cette manière. Même si vous êtes derrière un Zémigan qui file, laissez tomber votre clé. Zémigan, je laisse tomber ma clé, il s'arrête, laissez-le partir. Merci beaucoup Adam Bachirou pour ces différentes propositions. Mais ne voyez-vous pas, hein, M. Stanislas, que cela relève également de la responsabilité de nos gouvernants de faire parfois des contrôles de ces transports en commun pour quand même les sensibiliser sur la vitesse et également sur le type de chauffeur qu'il faut engager? Exactement, c'est de la responsabilité de nos gouvernements, la sensibilisation. Surtout la sensibilisation, on ne doit jamais cesser de sensibiliser. Je crois que la CNSR est bien placée pour faire ces séances de sensibilisation au niveau de nos transports en commun. Parce qu'ils portent la vie de plusieurs personnes dans leurs différents véhicules. Donc cette sensibilisation sur l'excès de vitesse sera très importante. L'autre chose aussi, c'est les contrôles routiers. Les contrôles d'excès de vitesse qui ne travaillent pas de façon nocturne, si je peux le dire ainsi. Parce que ces accidents surviennent souvent dans la nuit. Que l'État aussi puisse voir comment réglementer ce niveau-là. Ces niveaux-là. Il y en a qui disent qu'ils préfèrent carrément ne pas prendre le bus de nuit. Exactement. Vous avez une particularité? Vous prenez les bus de nuit? Non, moi j'ai une particularité, je ne prends pas. Vous ne prenez pas les bus de nuit? Mais il peut y avoir une urgence de démanfoire. Quelle que soit l'urgence, oui, l'urgence ne vaut pas la vie. Ou bien, Adam Bachirou. Moi, c'est la même chose. Hein. L'urgence ne vaut pas la vie. Quelle que soit l'urgence, je préfère attendre le petit matin et aller en toute sécurité. Et je crois que, comme il a eu à le dire, la responsabilité de l'État est engagée. Il va falloir qu'on puisse trouver des solutions. Pour quand même, c'est vrai, actuellement, on met à des moments donnés des appareils pour contrôler limiter la vitesse des transporteurs, des véhicules transporteurs. Oui. Quand vous les voyez, quand ils sont à quelque part, ils disent à l'autre, ah, attention, ils sont devant. Et les autres cassent la vitesse. Mais aujourd'hui, on va faire comme l'Europe. L'Europe, aujourd'hui, elle n'a même pas besoin de mettre des policiers sur la voie. C'est des appareils qui sont déjà bien placés. Tous les véhicules qui passent s'enregistrent. Et après, on essaie de revoir la vitesse de ces véhicules et on interpelle les compagnies. Mais monsieur, telle compagnie, à tel moment, voilà la vitesse que vous faisiez. Donc il faut dire qu'il y ait un œil qui les regarde sans qu'il y ait personne.
Maintenant, si on veut mettre forcément des policiers là pour la surveillance, que c'est impossible. En Europe, si ça a cessé, c'est parce qu'il y a des technologies qu'il faut. Non, il y a un système pour essayer de surveillance de la vitesse des véhicules là, qui est permanent. Même si vous brûlez un feu, il n'y a aucun policier qui est là. Hein. Vous brûlez le feu, de nos informations, mais, quelques jours après, vous allez recevoir l'infraction sur votre compte que monsieur, à tel jour, à tel moment, à tel lieu, vous allez brûler le feu à ce moment. Et ça fait que chacun se contrôle. Si vous jetez un déchet quelque part, c'est un risque, on va vous interpeller. Merci beaucoup. Merci. Là, c'est difficile pour nous, Africains, qui nous ont têtus. Merci Adam Bachirou pour ces différentes propositions. Toujours, je vais vous laisser chacun une minute pour conclure, pour dire votre mot, un message fort à l'endroit des compagnies de transport, également à l'endroit du gouvernement. On va commencer par M. Stanislas, qui n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui. Merci beaucoup. Et mon mot de fin, ce serait aux compagnies de transport en commun de vraiment respecter les vitesses. Je crois qu'en agglomération, c'est 50 km et hors agglomération, c'est 90, je crois, à ne pas excéder. Et respecter réellement les vitesses et ne pas excéder ces vitesses-là. Au niveau de l'État, c'est de sensibiliser les compagnies de transport en commun sur les différents excès de vitesse, les conséquences qu'ils auront à leur niveau. Et peut-être même s'il y avait des amendes sur ceux qui doivent excéder des vitesses, frapper au niveau des amendes. Parce que je pense que c'est ce qui fait peur un peu à l'Africain. Si on lui collait une amende très chère, qu'il devait soustraire au niveau du salaire de ce chauffeur qui a fait l'excès de vitesse, je crois que là, la chicotte pourrait commencer quelque part là. Voilà un peu ce que j'aurais à dire. Adam Bachirou. Bon, rapidement, je vois que le mot que je cherchais avant, c'était le radar. Les radars doivent être permanents. On n'a pas besoin d'un homme pour mettre le radar. Il y a des systèmes pour mettre ça et ça contrôle régulièrement la route. Et pour finir, moi j'aimerais dire simplement merci au gouvernement Patrice Talon. Merci. Parce que vraiment, ce qui s'est passé là, moi ça m'a étonné. Malgré les divergences qui opposent le Bénin au Niger, j'ai vu la manière que le gouvernement béninois a pris le dossier de ce véhicule, de ce car qui a plongé dans le fleuve Ouémé pour aller secourir les gens. Les moyens mis en place, ça m'a étonné. Ça prouve que, au-delà des divergences, nous sommes humains. Nous sommes ensemble. Et je crois que le peuple nigérien a compris ce message. Et je vous espère que ce malheureux accident permettra, pourquoi pas, de trouver une solution à l'ouverture des frontières pour que le Bénin et le Niger puissent échanger fraternellement. C'est important. Parce que ce message, c'est un message fort pour moi. Parce que la vie humaine est sacrée. Est sacrée. Merci beaucoup Adam Bachirou. La vie humaine est sacrée. On va finir donc notre émission. Le panel de discussion est terminé. Vous avez eu beaucoup de propositions, chers amis, des transports en commun dans tout le Bénin. J'espère que vous allez suivre cette émission et mettre en pratique ces différentes propositions. Mais pour nous ici, Nansouba Week, c'est terminé. On va mettre fin à ce numéro de Nansouba Week pour revenir le week-end prochain pour continuer dans notre chemin et toujours avec vous. Je vous demande de vous abonner, de mettre des commentaires, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de Esaü TV, la chaîne de l'excellence.